Il existe un endroit sur Terre où la température descend plus bas que dans les profondeurs les plus reculées du cosmos. Ce n'est pas un cratère perdu au sommet d'une montagne polaire, ni une grotte enfouie sous des kilomètres de glace antarctique. C'est une pièce. Une pièce construite par des êtres humains dans un bâtiment ordinaire, quelque part en Californie. Et dans cette pièce, à l'intérieur d'un cylindre métallique refroidi, à 1/100e de degré au-dessus du zéro absolu, quelque chose s'est produit qui a secoué les fondations mêmes de notre compréhension du réel. Un processeur composé de quelques dizaines d'éléments quantiques a résolu un problème mathématique en 3 minutes et 20 secondes. 3 minutes et 20 secondes. Le temps de faire couler un café, de traverser un couloir, de regarder par la fenêtre en pensant à autre chose. Mais ce chiffre ne signifie absolument rien tant qu'on ne le met pas en regard de l'autre chiffre. Le même calcul, confié au supercalculateur classique le plus puissant jamais construit par l'humanité, une machine qui occupe l'espace de 2 terrains de basket-ball et consomme autant d'électricité qu'une petite ville, aurait nécessité des milliers d'années. Pas des milliers d'heures, des milliers d'années, plus longtemps que l'ensemble de l'histoire écrite de la civilisation humaine, plus longtemps que la distance temporelle qui sépare l'invention de l'écriture cunéiforme du moment précis où vous lisez ces mots. Un objet de la taille d'un lustre, enfermé dans un réfrigérateur cosmique, a accompli en moins de 4 minutes ce que toute la puissance informatique classique de la planète entière ne pourrait achever avant que le Soleil ne commence à mourir. Et presque personne, en dehors d'un cercle restreint de physiciens et d'ingénieurs, ne s'est arrêté pour poser la question qui aurait dû surgir immédiatement. Pas comment, pas pourquoi, mais où. Où ce calcul a-t-il eu lieu? Car si l'on suit cette question jusqu'à sa conclusion logique, on ne débouche pas sur une simple prouesse d'ingénierie. On débouche sur les limites mêmes de la réalité. Et ce que cette réponse révèle sur la nature de l'univers dans lequel vous existez en ce moment précis est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu formuler avec suffisamment de clarté pour en mesurer le poids véritable. Si cette exploration vous fascine autant qu'elle nous passionne, un simple like et un abonnement nous aideraient énormément, et cela compte vraiment beaucoup pour nous. Commençons par le commencement, ou plutôt par la fin d'un monde et le début d'un autre. Pour comprendre où ce calcul a eu lieu, il faut d'abord comprendre ce qu'est un ordinateur quantique. Et pour comprendre ce qu'est un ordinateur quantique, il faut d'abord comprendre ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un ordinateur plus rapide. Il n'est pas une version améliorée de votre téléphone ou de votre ordinateur portable. La différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique n'est pas une différence de degré. C'est une différence de nature. C'est la différence entre compter les grains de sable sur une plage un par un et sentir la plage entière d'un seul regard. Votre téléphone fonctionne avec des bits. Chaque bit est un interrupteur microscopique qui peut être allumé ou éteint, 1 ou 0. Chaque photo que vous prenez, chaque message que vous envoyez, chaque chanson que vous écoutez est, au niveau le plus fondamental, une séquence de 1 et de 0 traitée à travers des portes logiques à une vitesse de plusieurs milliards d'opérations par seconde. C'est extraordinaire. C'est l'une des plus grandes réalisations de l'esprit humain. Et c'est fondamentalement limité. L'unité de base d'un ordinateur quantique s'appelle un qubit. Un qubit peut être un 0, il peut être un 1, mais il peut aussi être les deux en même temps. Pas l'un ou l'autre, les deux, simultanément. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon poétique de décrire une probabilité. C'est un fait physique, mesurable, reproductible, confirmé par des décennies d'expérience. Le qubit existe dans un état appelé superposition, un état dans lequel il contient toutes les valeurs possibles à la fois, jusqu'au moment exact où quelqu'un le mesure. Au moment de la mesure, la superposition s'effondre. Le qubit choisit. Il devient un 0 ou un 1. Mais tant que personne ne regarde,
tant qu'aucun instrument n'interagit avec lui, tant que l'univers lui-même n'a pas encore exigé qu'il se décide, il est les deux. Physiquement, réellement, opérationnellement les deux. Cette propriété est la source de la puissance des ordinateurs quantiques, mais le mot puissance est trompeur parce qu'il suggère la vitesse. Ce n'est pas de la vitesse, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Un ordinateur classique, confronté à un problème complexe, le résout étape par étape. Il examine une possibilité, puis la suivante, avançant séquentiellement à travers un espace de réponses potentielles jusqu'à trouver la bonne. Un ordinateur quantique fait quelque chose qui n'a aucun équivalent dans le monde classique. Il explore toutes les réponses possibles simultanément. Chaque qubit ajouté au système double le nombre d'états que la machine peut contenir en même temps. 10 qubits peuvent contenir 1024 états simultanément. 20 qubits en contiennent plus d'1 million. 30 qubits dépassent le milliard, et 53 qubits, le nombre qui composait le premier processeur à avoir démontré la suprématie quantique, peuvent contenir environ 9 quadrillions d'états simultanément. 9, suivi de 15 zéros. Plus de chemins de calcul simultanés que le nombre de cellules dans tous les corps humains vivant actuellement sur Terre. Et c'est ici que la question du lieu devient impossible à éviter. Parce que voici un chiffre qui change absolument tout. Si vous construisez un ordinateur quantique avec 300 qubits, le nombre d'états simultanés qu'il peut contenir est 2 élevé à la puissance 300. Écrivez ce nombre et il possède environ 90 chiffres. Ce nombre est plus grand que le nombre total d'atomes dans l'univers observable. Chaque atome, dans chaque étoile, dans chaque galaxie, qui a jamais été détectée, cartographiée ou théorisée, et la machine à 300 qubits dispose encore de plus d'espace de calcul que tout cela réuni. Vous ne pouvez pas faire tenir cette computation à l'intérieur d'un seul univers. Il n'y a pas assez de place physique, pas assez de particules, pas assez d'espace, pas assez de quoi que ce soit. Le calcul dépasse les ressources physiques du cosmos observable tout entier. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'arithmétique pure. Si la machine nécessite plus d'états de calcul qu'il n'existe de particules dans l'univers observable pour les représenter, alors le calcul se produit quelque part qui n'est pas à l'intérieur de l'univers observable. Et la machine fonctionne. Elle donne des réponses correctes. Des réponses vérifiées, reproductibles, revues par des pairs, des réponses qui correspondent aux prédictions de la théorie quantique avec une précision extraordinaire. La machine accomplit quelque chose qui requiert des ressources que notre univers ne contient pas. Et elle le fait à chaque fois qu'elle fonctionne, sans exception, sans défaillance, sans mystère apparent pour ceux qui la construisent, mais avec un mystère béant pour quiconque s'arrête suffisamment longtemps pour y réfléchir. L'homme qui avait prédit que cela arriverait ne travaillait pas dans un laboratoire gouvernemental ultramoderne, entouré de collègues et d'instruments de pointe. Il travaillait seul, la nuit, dans sa maison d'Oxford, en Angleterre. Une maison qu'il quitte rarement. Un homme qui préfère la compagnie des idées à celle des êtres humains, qui trouve plus facile de naviguer dans les structures abstraites de la réalité que dans les exigences pratiques d'une conversation ordinaire. En 1985, 34 ans avant que le premier processeur quantique ne démontre la suprématie quantique, cet homme publia un article dans les Proceedings of the Royal Society of London. Un article que presque personne ne lut à l'époque. Cet article ne proposait pas une méthode plus rapide pour factoriser des nombres. Il ne promettait pas de briser des codes secrets ou de simuler des molécules. Il posait une question qui sonnait presque philosophique. Existe-t-il une machine physique qui pourrait, en principe, simuler n'importe quel processus physique dans l'univers? Pas le modéliser, pas l'approximer. Le simuler exactement, en utilisant les lois réelles de la physique comme système d'exploitation. La réponse fut précise et dévastatrice. Un ordinateur classique ne peut pas faire cela. Pas parce qu'il est trop lent,
Pas parce que nous n'en avons pas encore construit un assez grand, parce qu'un ordinateur classique opère à l'intérieur d'une seule réalité physique. Et cette seule réalité physique ne contient pas assez de ressources. Le calcul qu'un ordinateur quantique effectue dépasse la capacité de notre univers observable. Alors où le calcul supplémentaire se produit-il? La réponse, écrite clairement dans cet article de 1985, était que les calculs se produisent à travers de multiples versions de la réalité simultanément. Pas comme une métaphore, comme un mécanisme physique. L'ordinateur quantique, selon cet argument, est le premier appareil de l'histoire humaine qui nécessite l'existence de mondes parallèles pour fonctionner. Des mondes parallèles. L'expression sonne comme de la science-fiction. Elle appartient à un film, pas à une revue de physique. Mais il ne s'agissait pas de science-fiction. C'était de la physique rigoureuse, revue par des pairs, mathématiquement formalisée. Et l'architecture théorique décrite dans cet article devint le fondement sur lequel chaque ordinateur quantique jamais construit a été conçu. Il ne fut pas simplement suggéré que des mondes parallèles pourraient exister. Il fut montré que si la mécanique quantique est correcte et des décennies de preuves expérimentales disent qu'elle l'est, alors la seule explication cohérente de l'endroit où le calcul quantique se produit est à travers de multiples instances de la réalité, opérant simultanément et interagissant par un processus appelé interférence quantique. Les chemins de calcul menant à des réponses erronées s'annulent mutuellement. Les chemins menant à la réponse correcte se renforcent mutuellement. La réponse qui apparaît sur votre écran est ce qui survit après que la physique de multiples réalités a été utilisée comme ressource computationnelle. La machine ne tente pas chaque réponse. Elle crée les conditions dans lesquelles les mauvaises réponses se détruisent elles-mêmes et les bonnes réponses émergent du motif d'interférence, de calcul parallèle, se produisant dans des endroits que vous ne pouvez pas voir. Mais cette idée, l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, n'appartenait pas originellement à celui qui l'avait formalisée pour l'informatique. Elle appartenait à un homme qui mourut sans jamais savoir que ces mathématiques deviendraient le fondement d'une technologie valant des milliers de milliards. Son histoire est l'une des plus tragiques de toute l'histoire des sciences. En 1957, un jeune étudiant en doctorat à l'université de Princeton soumit sa thèse. Il était brillant, iconoclaste, doté d'une confiance intellectuelle qui frisait parfois l'arrogance, mais qui reposait sur des fondations mathématiques d'une solidité incontestable. Sa thèse proposait quelque chose de si radical que ses examinateurs eurent du mal à en saisir la portée complète. L'idée était la suivante. Lorsqu'un système quantique est mesuré et semble s'effondrer depuis une superposition de multiples états vers un seul résultat, l'effondrement ne se produit pas réellement. Tous les résultats se produisent. La réalité se divise. Chaque issue possible se réalise dans sa propre version de l'univers. Le chat est vivant dans une branche et mort dans une autre. Les deux branches sont également réelles. Il n'y a pas d'effondrement. Il n'y a que multiplication. Le physicien, qui à cette époque était la voix la plus puissante de tout le domaine, l'architecte de l'interprétation dominante de la mécanique quantique depuis des décennies, rejeta l'idée. La communauté suivit. La thèse fut acceptée, mais l'interprétation fut traitée comme une curiosité au mieux, une source d'embarras au pire. Le jeune physicien quitta la physique académique presque immédiatement après avoir reçu son diplôme. Il alla travailler pour le Pentagone, faisant de la modélisation mathématique pour des stratégies de ciblage d'armes nucléaires. Il calculait des taux de mortalité liés aux retombées radioactives. Il conseillait les administrations sur les systèmes de livraison de bombes thermonucléaires. Il buvait beaucoup. Il fumait sans arrêt. Il connaissait à peine ses propres enfants. Il mourut d'une crise cardiaque en 1982, à l'âge de 51 ans sur son lit. Son fils trouva le corps.
Il a déclaré publiquement que c'était probablement la première fois qu'il avait touché son père. À sa propre demande, ses restes furent incinérés et ses cendres jetées à la poubelle. Parce que dans l'interprétation des mondes multiples, ce qui arrive à une configuration physique particulière n'a aucune importance. Quelque part, dans une autre branche, il est encore vivant. Sa fille mit fin à ses jours en 1996. Un mot fut trouvé dans son sac, disant qu'elle allait rejoindre son père dans un autre univers. L'interprétation des mondes multiples qui fut rejetée en 1957 est maintenant, selon à qui vous posez la question, le cadre théorique dominant pour comprendre pourquoi les ordinateurs quantiques fonctionnent. Le calcul, qui ne peut pas tenir dans un seul univers, tient parce que cette vision était correcte. Il existe d'autres branches, et une machine a été construite qui les utilise. L'idée que l'establishment de la physique entière avait rejetée pendant 30 ans s'est révélée être une exigence d'ingénierie. Les machines l'exigent, elles ne fonctionnent pas sans elles. Chaque ordinateur quantique, dans chaque chambre réfrigérée, dans chaque laboratoire sur Terre, est un témoignage physique des mathématiques d'un homme qui fut enterré dans une poubelle à sa propre demande, oublié par le domaine auquel il avait tenté de contribuer, et rappelé au souvenir du monde uniquement parce que la technologie lui a donné raison. Réfléchissez à ce que cela signifie véritablement. Nous avons construit une machine qui fonctionne en atteignant des versions parallèles de la réalité et en extrayant des ressources computationnelles d'endroits que nous ne pouvons pas observer, que nous ne pouvons pas visiter, que nous ne pouvons pas photographier. La machine se moque complètement de savoir si vous croyez aux univers parallèles. Elle fonctionne, elle produit des réponses, et les réponses sont correctes. Et cette réalité devrait nous arrêter net dans notre course quotidienne, nous forcer à lever les yeux de nos écrans et à contempler l'immensité vertigineuse de ce que cela implique sur la nature de l'existence elle-même. Mais avant d'aller plus loin dans les implications, il faut comprendre le mécanisme, pas seulement le fait que la machine utilise des ressources au-delà de notre univers. Comment elle les utilise ? Comment elle atteint ses branches parallèles et en revient avec une réponse ? Comment elle trie parmi un nombre incompréhensible de possibilités et trouve celle qui est correcte. La réponse à cette question vint d'un des esprits les plus brillants et les plus anticonformistes du XXe siècle. Un homme qui avait travaillé sur le projet Manhattan dans sa jeunesse, qui avait révolutionné la théorie décrivant comment la lumière et la matière interagissent. Un travail pour lequel il reçut le prix Nobel de physique en 1965. Un homme qui avait la réputation de trancher à travers la complexité avec une intuition presque physique pour la façon dont la nature fonctionne réellement sous les mathématiques. En 1982, cet homme donna une conférence lors d'un événement au MPRUPT qui contenait une révolution entière compressée dans une observation apparemment simple. Il fit remarquer que les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler efficacement les systèmes quantiques. Pas parce qu'ils sont trop lents, parce que le problème croît exponentiellement avec le nombre de particules. Simuler un seul électron nécessite de suivre 2 états possibles. 2 électrons, 4 états. 10 électrons, 1024. 20 électrons, plus d'1 million. 30 électrons, plus d'1 milliard. 100 électrons, et le nombre d'états à suivre dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Les ordinateurs classiques ne peuvent pas gérer cela. Non pas à cause de limitations d'ingénierie, mais parce que la structure même du calcul classique ne correspond pas à la structure de la réalité quantique. Sa proposition fut élégante et radicale. Si vous voulez simuler la physique quantique, construisez une machine qui fonctionne selon les règles de la physique quantique. Laissez l'ordinateur lui-même être fait d'éléments quantiques obéissant à des lois quantiques. Laissez la machine être la chose même qu'elle étudie. Et enchâssée dans cette proposition se trouvait une intuition sur le mécanisme qui allait s'avérer être la clé de tout ce qui suivrait. Le mécanisme s'appelle l'interférence. Pensez à 2 vagues à la surface de l'eau se déplaçant l'une vers l'autre.
Là où la crête d'une vague rencontre la crête d'une autre, elles se combinent et produisent une crête plus haute. Là où un creux rencontre un creux, le résultat est un creux plus profond. Mais là où une crête rencontre un creux, elles s'annulent mutuellement. L'eau devient plate. Les vagues ne disparaissent pas. Elles ne cessent pas d'exister. Elles se détruisent mutuellement par l'alignement précis de leurs phases opposées. C'est l'interférence. Elle se produit avec les vagues d'eau, elle se produit avec les ondes sonores, elle se produit avec la lumière, et elle se produit avec les probabilités quantiques. Un ordinateur quantique est conçu de telle manière que tous les chemins de calcul menant à des réponses erronées s'annulent mutuellement, exactement comme une crête rencontrant un creux à la surface de l'eau, et tous les chemins menant à la réponse correcte se renforcent mutuellement, comme deux crêtes se combinant en une crête plus grande. La machine ne tente pas chaque réponse possible pour ensuite vérifier laquelle est la bonne. Elle ne parcourt pas une liste, elle ne devine pas, elle est structurée, au niveau même de sa conception physique, de façon à ce que les mauvaises réponses se détruisent elles-mêmes par interférence avant que le calcul ne soit terminé. Ce qui arrive à la fin, la réponse unique que la machine produit lorsque vous mesurez les qubits, n'est pas un coup de chance. C'est ce qui survit. C'est la dernière chose debout après que tout ce qui était incorrect a été systématiquement éliminé par la physique même du calcul. Laissez cette idée infuser un moment. La machine ne sélectionne pas la bonne réponse. Elle crée les conditions dans lesquelles les mauvaises réponses ne peuvent pas exister. Les mauvaises réponses s'annihilent mutuellement. Elle se soustrait elle-même de la réalité par le processus quantique de l'interférence destructive. Et la bonne réponse émerge non pas parce que quelqu'un l'a choisie, mais parce qu'elle est le seul chemin à travers le calcul qui survit à sa propre physique. Ce n'est pas une métaphore. C'est le principe de fonctionnement littéral de chaque algorithme quantique jamais conçu. 3 ans après cette conférence fondatrice de 1982, le concept fut formalisé. Et dans les décennies qui suivirent, une série d'algorithmes furent développés qui exploitaient l'interférence de manière de plus en plus puissante. Le plus célèbre de ces algorithmes fut publié en 1994. Un mathématicien trouva quelque chose de si dévastateur dans sa simplicité que le monde de la sécurité numérique en tremble encore aujourd'hui. Il montra comment un ordinateur quantique pourrait décomposer n'importe quel grand nombre en ses facteurs premiers, les nombres premiers qui, multipliés ensemble, produisent le nombre original. En surface, cela ressemble à un exercice mathématique abstrait, sans aucun lien avec quoi que ce soit qui compte dans la vie quotidienne. La connexion devient visible à l'instant où vous comprenez comment le monde moderne protège ses secrets. Presque tout le chiffrement qui sécurise Internet, la couche mathématique qui garde votre compte bancaire séparé de celui de tout le monde, qui protège les communications privées, qui garde l'infrastructure des gouvernements, des armées, des hôpitaux et des réseaux électriques, est construit sur une seule hypothèse. Multiplier deux grands nombres premiers ensemble est facile. Mais travailler à rebours à partir du résultat pour trouver ces nombres premiers originaux est pratiquement impossible. Un ordinateur classique tentant de factoriser un nombre de plusieurs centaines de chiffres aurait besoin de plus longtemps que l'âge de l'univers pour trouver les facteurs premiers. L'architecture entière de la sécurité numérique repose sur cette asymétrie computationnelle. Facile dans un sens, impossible en sens inverse. Cet algorithme supprime cette asymétrie. Un ordinateur quantique, suffisamment puissant le faisant tourner, pourrait factoriser ces grands nombres non pas en milliers ou millions d'années, mais en heures, possiblement en minutes. Le chiffrement qui protège la civilisation moderne, construit sur 50 ans en se fondant sur l'hypothèse que la factorisation en nombres premiers est computationnellement irréalisable, devient transparent, cassable, ouvert. Le verrou qui garde chaque secret numérique au monde possède une clé,
et les mathématiques montrent exactement à quoi cette clé ressemble. La clé n'existe pas encore sous forme physique parce qu'aucun ordinateur quantique ne possède suffisamment de qubits pour faire tourner cet algorithme à l'échelle requise pour briser le chiffrement du monde réel. Mais le plan existe, les mathématiques sont publiées et les machines grandissent. Chaque année, le nombre de qubits dans les processeurs de pointe augmente. Chaque année, les techniques de correction d'erreurs s'améliorent. Chaque année, l'écart entre ce qui est théoriquement possible et ce qui est pratiquement réalisable se réduit un peu plus. 2 ans après cet algorithme de factorisation, en 1996, un autre algorithme fut publié qui abordait quelque chose de plus général. Il abordait la recherche elle-même. Imaginez une liste non triée contenant 1 milliard d'éléments et vous cherchez une entrée spécifique. Un ordinateur classique doit vérifier les éléments un par un. En moyenne, il trouve la cible après avoir vérifié la moitié de la liste. 500 millions de vérifications. Le nouvel algorithme de recherche quantique trouve l'élément en environ la racine carrée d'1 milliard de vérifications, soit environ 31 600. Non pas parce qu'il se déplace plus vite à travers la liste, mais parce qu'il utilise l'interférence quantique pour amplifier la probabilité de la bonne réponse et supprimer la probabilité de chaque mauvaise réponse simultanément. Chaque mauvais élément dans la liste s'annule, le bon se renforce. La machine ne cherche pas au sens classique du terme. Elle crée les conditions dans lesquelles tout ce qui n'est pas la réponse devient invisible. Comme si la réponse correcte émettait une lumière que seul un instrument quantique pouvait percevoir, tandis que tout le reste se fondait dans l'obscurité. L'asymétrie créée par cet algorithme de recherche n'est pas aussi dramatique que celle de l'algorithme de factorisation. Il fournit une accélération quadratique, élevant au carré l'efficacité plutôt que de réduire le temps d'exponentielle à gérable. Mais il s'applique universellement. Tout problème de recherche, toute base de données, toute collection de données avec une structure cachée attendant d'être trouvée. L'univers permet à la recherche quantique d'être plus rapide que la recherche classique, parce que l'univers lui-même fonctionne selon des règles quantiques. La machine ne surpasse pas la réalité. Elle s'aligne avec le propre système d'exploitation de la réalité et utilise l'interférence, le même processus qui fait que les vagues s'annulent sur l'eau pour éliminer le bruit et révéler le signal. Maintenant, prenez du recul et regardez l'image complète qui s'est assemblée. Nous avons une machine qui utilise des ressources provenant d'au-delà de l'univers observable. Elle tire sa puissance de branches parallèles de la réalité que la décohérence cache à notre perception quotidienne. Elle opère en créant des conditions où les mauvaises réponses se détruisent par interférence quantique, ne laissant que le résultat correct. Elle peut, en principe, briser le chiffrement qui protège le monde moderne tout entier, et elle peut parcourir n'importe quelle collection de données plus rapidement que tout système classique ayant jamais existé ou pouvant jamais exister. Ce n'est pas une technologie du futur. Les algorithmes existent. Les machines existent, elles grandissent. Mais il y a un aspect de cette histoire que nous n'avons pas encore abordé. Et c'est peut-être le plus profond de tous. C'est la question de la frontière entre la superposition et l'effondrement, entre le quantique et le classique, entre le monde tel qu'il est véritablement et le monde tel que nous le percevons. Et cette frontière porte un nom. Elle s'appelle la décohérence. Pour comprendre la décohérence, il faut revenir à un moment précis de l'histoire de la physique. En 1935, un physicien autrichien s'assit pour écrire ce qu'il croyait être l'argument définitif contre la mécanique quantique. Il n'essayait pas de contribuer à la théorie, il essayait de la détruire. La théorie produisait des résultats qui correspondaient aux expériences avec une précision extraordinaire depuis plus d'une décennie. Elle prédisait le comportement des atomes, les spectres de lumière émis par les gaz chauffés, la stabilité des molécules, la conductivité des métaux. Chaque test la confirmait. Chaque mesure s'accordait avec ces équations, et pourtant,
ce physicien trouvait l'une de ses affirmations centrales philosophiquement insupportable. L'affirmation était celle-ci: une particule n'a pas d'état défini avant qu'on ne la mesure. Avant la mesure, elle existe dans une superposition de tous les états possibles à la fois. Pas probablement dans un état ou un autre. Pas secrètement dans un état que nous ne connaissons simplement pas encore. Véritablement, physiquement, dans tous les états simultanément. L'acte de mesure ne révèle pas une vérité préexistante. Il crée le résultat. Il trouva cela absurde. Et il avait un don pour rendre l'absurdité visible. Alors il construisit une expérience de pensée qui est devenue la plus célèbre de toute l'histoire de la physique. Il imagina un chat enfermé dans une boîte d'acier. À l'intérieur de la boîte se trouve une infime quantité de matière radioactive. Si un seul atome de cette matière se désintègre en 1 heure, un détecteur déclenche un mécanisme qui brise un flacon de poison, tuant le chat. Si aucun atome ne se désintègre, le chat vit. La mécanique quantique dit que l'atome radioactif existe dans une superposition de désintégrés et non désintégrés jusqu'à ce qu'il soit observé. Par conséquent, argumenta le physicien, le chat doit être simultanément vivant et mort jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte. Il qualifia cela de ridicule. Il le présentait comme une réduction par l'absurde. Un argument logique conçu pour montrer qu'une prémisse mène à une conclusion si grotesque que la prémisse elle-même doit être fausse. La communauté de la physique absorba l'argument, le considéra attentivement et fit la seule chose que personne n'avait prévue. Elle conserva la théorie. Non pas parce qu'elle trouvait les chats vivants et morts sensés, mais parce que chaque expérience, chaque mesure, chaque prédiction testée confirmait que la mécanique quantique était correcte. La théorie fonctionnait avec une précision qu'aucune autre théorie dans l'histoire de la physique n'avait jamais atteinte. Et l'argument du chat, conçu comme une démolition, devint au contraire l'illustration la plus célèbre de la chose même qu'il était censé détruire. L'image d'un chat simultanément vivant et mort entra dans la culture populaire comme un symbole de l'étrangeté quantique. Mais la physique derrière n'est pas étrange du tout. C'est le principe de fonctionnement de chaque ordinateur quantique jamais construit. Un qubit fonctionne exactement comme l'atome dans cette fameuse boîte. Il n'est pas un 0, il n'est pas un 1. Il est les deux simultanément jusqu'au moment où on le mesure. Et tant qu'il est dans cet état de dualité, tant que la boîte est scellée, tant qu'aucun instrument n'a regardé à l'intérieur, il effectue des calculs à travers toutes ces valeurs possibles à la fois. Mais voici la question qui devrait suivre immédiatement. Si un qubit est véritablement dans les deux états en même temps, que fait-il entre les mesures? Quand aucun instrument ne l'observe, quand la boîte est scellée, quand l'univers lui-même n'a pas encore exigé de réponse définitive, que se passe-t-il dans cet espace entre la question et le résultat? La réponse à laquelle la physique est arrivée au cours des 40 dernières années est troublante d'une manière que la plupart des récits populaires de la mécanique quantique ne transmettent pas adéquatement. La réponse est que cet intervalle est réel. Le calcul qui se produit entre les mesures a lieu physiquement. Et la raison pour laquelle il nous est caché, la raison pour laquelle nous ne voyons pas de chat vivant et mort, la raison pour laquelle le monde autour de nous apparaît stable, défini et classique, n'est pas parce que la superposition est un artifice mathématique. C'est à cause de la décohérence. Et la décohérence n'élimine pas les autres possibilités, elle les cache. Un système quantique reste en superposition, reste dans cet état de multiples possibilités simultanées, seulement tant qu'il demeure parfaitement isolé de tout ce qui l'entoure. À l'instant où il interagit avec ne serait-ce qu'une seule particule de l'environnement extérieur, la superposition commence à se dissoudre. Non pas à cause d'un acte mystique de la conscience. Non pas parce qu'un esprit humain l'a regardé. Simplement parce que de l'information sur le système a fui dans le monde environnant. Pensez à ce que cela signifie physiquement.
Votre tasse de café est un système quantique. Elle est faite d'atomes, et les atomes obéissent à la mécanique quantique. En principe, votre tasse de café pourrait exister dans une superposition d'êtres sur la table et d'êtres par terre simultanément. Mais elle interagit constamment avec des billions de particules chaque seconde. Des molécules d'air rebondissent sur sa surface. Des photons provenant des lumières de la pièce la frappent. Des vibrations thermiques dans la table passent à travers elle. Chaque interaction emporte un minuscule fragment d'information quantique. Chaque interaction enchevêtre la tasse avec une autre particule de l'environnement. Et une fois que cette information a fui, la superposition est détruite. L'état quantique de la tasse décohère. Elle adopte une position définie. Elle devient classique. Pour votre tasse de café, ce processus se produit en environ 1 billionième de seconde. La décohérence est essentiellement instantanée à l'échelle des objets quotidiens. C'est pourquoi vous n'avez jamais vu une tasse de café en 2 endroits à la fois. Non pas parce que la mécanique quantique ne s'applique pas aux tasses de café, elle s'y applique. Mais la décohérence détruit la superposition si rapidement que c'est comme si elle n'avait jamais existé. Le monde classique que vous expérimentez, le monde d'objets définis dans des positions définies avec des propriétés définies, n'est pas la réalité fondamentale. C'est à quoi la réalité quantique ressemble après que la décohérence a fait son travail. C'est la surface. La superposition quantique en dessous et la profondeur. Et voici le lien direct avec les ordinateurs quantiques. Pour maintenir un qubit en superposition suffisamment longtemps pour calculer avec, il faut l'isoler de tout, parfaitement, complètement. Aucun photon égaré ne peut le toucher, aucune vibration ne peut l'atteindre, aucune fluctuation thermique ne peut l'effleurer. Les machines sont refroidies à des températures plus froides que le vide de l'espace profond, à environ 1/100 de degré au-dessus du zéro absolu. À cette température, presque tout mouvement thermique cesse. Les particules dans la machine bougent à peine. L'environnement est aussi silencieux que la physique le permet. Et dans ce silence, les qubits maintiennent leur superposition assez longtemps pour effectuer des calculs qu'aucun ordinateur classique ne peut égaler. Le défi d'ingénierie entier de l'informatique quantique se résume à une seule phrase. Garder le calcul caché de l'univers assez longtemps pour obtenir une réponse. Chaque système cryogénique, chaque bouclier électromagnétique, chaque chambre à vide, chaque plateforme d'isolation des vibrations dans chaque laboratoire d'informatique quantique sur Terre existe pour un seul but. Empêcher l'environnement de regarder les qubits avant que le calcul ne soit terminé. Parce que dès que l'environnement regarde, dès qu'une seule particule du monde environnant interagit avec le qubit et emporte ne serait-ce qu'un seul bit d'information quantique, la superposition s'effondre. Le calcul est ruiné. La réponse est perdue. Nous construisons des machines dont les opérations les plus puissantes se produisent derrière un mur qui sépare notre branche de la réalité des branches qui font le travail. Nous cachons délibérément nos calculs les plus importants de l'univers observable. Et la chose qui rend le mur nécessaire, la décohérence, est exactement le même processus qui fait que le monde vous apparaît classique, solide et défini en ce moment même. La raison pour laquelle vous voyez un seul monde au lieu de plusieurs est la même raison pour laquelle l'ordinateur quantique doit être plus froid que l'espace interstellaire. La décohérence est le mur entre les mondes. L'expérience de pensée du chat n'est pas un paradoxe, c'est une description. Une description de ce que la réalité fait quand personne ne regarde. Et les machines que nous avons construites prouvent que ce que la réalité fait quand personne ne regarde est infiniment plus vaste, infiniment plus structuré et infiniment plus réel que quiconque en 1935 n'aurait pu l'imaginer. Il existe un type de signal institutionnel particulièrement facile à manquer si l'on ne le cherche pas activement. Ce n'est pas un communiqué de presse. Ce n'est pas un titre de journal.
C'est une agence gouvernementale qui dépense silencieusement 8 ans et des ressources considérables pour résoudre un problème qui n'existe officiellement pas encore. En 2016, l'organisme américain chargé des standards technologiques lança une compétition mondiale. Des mathématiciens et des cryptographes de 25 pays furent invités à soumettre de nouveaux algorithmes de chiffrement. Pas de meilleure version de ceux qui existaient déjà. Des algorithmes fondamentalement différents, construits sur des problèmes mathématiques qu'un ordinateur quantique ne pourrait pas briser. 82 équipes soumirent des propositions. La compétition dura 8 ans. Les standards finaux furent publiés en août 2024. Réfléchissez à ce que cette séquence d'événements communique véritablement. Un organisme gouvernemental ne dépense pas 8 ans et ne coordonne pas 82 équipes internationales pour résoudre un problème hypothétique. Il ne publie pas de standards contraignants pour une menace qui n'existe qu'en théorie. Le message implicite est clair. Les personnes ayant accès à des informations classifiées sur l'état du matériel quantique croient que la menace est réelle, qu'elle approche, et qu'elle approche selon un calendrier qui nécessite une action maintenant. Pas dans 50 ans. Maintenant. Et voici la couche en dessous, celle qui est plus difficile à ignorer. La compétition fut lancée en 2016. Les standards furent publiés en 2024. Les systèmes qui doivent être mis à jour pour utiliser ces standards, l'infrastructure réelle d'Internet, des banques, des communications gouvernementales, des réseaux militaires, des bases de données hospitalières, des réseaux électriques nécessiteront des années supplémentaires pour être modernisés. Ce qui signifie qu'il existe une fenêtre, un intervalle, entre le moment où les machines quantiques deviennent capables de briser le chiffrement actuel et le moment où le nouveau chiffrement est effectivement installé partout. Le terme que les spécialistes utilisent pour cet intervalle est glaçant de simplicité. Récolter maintenant, déchiffrer plus tard. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur quantique aujourd'hui pour voler les secrets de demain. Vous collectez les données chiffrées maintenant. Vous les stockez. Vous attendez. Les données dorment sur des serveurs, sur des disques durs, dans des archives. Elles sont chiffrées. Elles sont illisibles. Elles sont en sécurité selon les standards d'aujourd'hui. Et puis, à un moment donné dans le futur, lorsqu'un ordinateur quantique suffisamment puissant devient disponible, vous faites passer les données stockées à travers lui. Le chiffrement s'ouvre. Les données deviennent lisibles. Chaque courriel, chaque transaction, chaque communication classifiée, chaque dossier médical, chaque secret d'État, tout ce qui a été chiffré avec les algorithmes que les mathématiques ont prouvés vulnérables devient transparent. Pas dans le futur. Maintenant. Parce que les données ont déjà été collectées. Le verrou s'ouvrira. La seule question est quand. Les États des nations, dotés de capacités de renseignement avancées, ont les ressources et la motivation pour récolter des communications chiffrées à grande échelle. L'infrastructure existe. Les cadres juridiques pour la collecte massive de données ont été débattus dans diverses juridictions. Le stockage est bon marché. La patience n'est pas en question. Si les communications chiffrées d'un gouvernement avec ses alliés sont interceptées et stockées par un compétiteur stratégique, et que ce compétiteur investit des milliards dans la recherche quantique, le calendrier du déchiffrement n'est pas abstrait. Il est budgétaire. Mais la menace cryptographique, aussi alarmante soit-elle, n'est que l'expression la plus concrète de quelque chose de plus profond. La véritable histoire de l'impact de l'informatique quantique ne concerne pas ce qu'elle peut briser, elle concerne ce qu'elle peut voir. L'algorithme de recherche quantique ne s'applique pas seulement aux bases de données. Il s'applique à la reconnaissance de motifs, à la découverte de structures cachées dans les données, à l'identification de corrélations qu'aucun système classique ne pourrait détecter. Un ordinateur quantique, parcourant un ensemble de données suffisamment grand, ne trouve pas seulement ce que vous cherchez plus vite. Il trouve des choses que vous ne saviez pas être là. Considérez ce que cela signifie pour la découverte de médicaments.
L'interaction entre une molécule candidate et un récepteur protéique implique des effets quantiques que les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler entièrement. Le nombre de configurations moléculaires possibles dépasse la capacité de calcul de tous les supercalculateurs classiques combinés. Les ordinateurs quantiques, construits sur la même physique qui gouverne les interactions moléculaires, peuvent, simuler ces systèmes nativement. L'industrie pharmaceutique l'a reconnu. Chaque grande compagnie possède un programme de recherche quantique. Le potentiel de réduire les délais de développement de médicaments de décennies à quelques années représente une transformation aussi fondamentale que l'invention du microscope. La science des matériaux. Les propriétés d'un matériau, sa conductivité, sa résistance, sa température supraconductrice, sa capacité à stocker de l'énergie, sont déterminées par le comportement quantique de ces électrons. Concevoir un nouveau matériau avec des propriétés spécifiques requiert actuellement des années d'essais et d'erreurs expérimentaux, parce que la simulation quantique du comportement des électrons dans un réseau cristallin est computationnellement intraitable pour les machines classiques. Un ordinateur quantique pourrait simuler ces systèmes directement. Prédire les propriétés de matériaux qui n'ont jamais été synthétisés. Identifier des supraconducteurs fonctionnant à température ambiante. Concevoir des batteries avec des densités d'énergie qui transformeraient l'économie de l'énergie renouvelable. Les implications d'ingénierie ne sont pas incrémentales. Elles sont civilisationnelles. La modélisation climatique. Le comportement des systèmes atmosphériques implique des interactions entre des billions de molécules au niveau quantique. Les modèles climatiques actuels sont forcés d'utiliser des approximations parce que la simulation quantique complète de la chimie atmosphérique dépasse la capacité classique. Les ordinateurs quantiques pourraient modéliser ces interactions avec une fidélité qui révèle des dynamiques invisibles aux simulations actuelles, identifiant potentiellement des points de basculement et des boucles de rétroaction que les modèles d'aujourd'hui ne peuvent pas résoudre. Et puis, il y a les applications auxquelles personne n'a encore pensé. C'est la partie qui mérite le plus d'attention et qui en reçoit le moins. Chaque technologie véritablement transformatrice dans l'histoire a produit des conséquences que ses créateurs n'avaient pas anticipées. Les inventeurs de l'imprimerie n'avaient pas prévu la réforme protestante. Les concepteurs d'Internet n'avaient pas prédit les réseaux sociaux. Les ingénieurs qui construisirent le premier transistor n'avaient pas imaginé qu'il mènerait à un appareil dans chaque poche contenant plus de puissance de calcul que les missions spatiales des années 60. Les applications qui définiront la technologie quantique n'ont pas encore été conçues. Elles viendront de l'intersection de la capacité quantique avec des problèmes que nous ne considérons pas actuellement comme résolubles. Les machines grandissent. En 2019, 53 qubits. En 2023, plus de 1100. En 2024, l'annonce du premier qubit topologique. Un qubit protégé des erreurs, non pas par l'ingénierie, mais par la géométrie de l'espace lui-même. Un qubit stable, non pas parce qu'il est blindé, mais parce que l'information qu'il porte n'a pas de localisation unique. Elle existe dans la relation entre des particules qui peuvent être physiquement séparées. Une erreur devrait corrompre les deux localisations simultanément pour détruire l'information. Le bruit environnemental ordinaire ne peut pas faire cela. Le qubit devient stable parce qu'il n'est nulle part en particulier. Ce n'est plus un défi d'ingénierie. C'est un nouveau type d'objet, une chose dont la propriété définissante est distribuée à travers l'espace d'une manière qui n'a aucun analogue classique. La croissance n'est pas linéaire. Elle n'est même pas proprement exponentielle. C'est quelque chose de plus complexe, alimenté par des avancées simultanées en matériel, en correction d'erreurs, en conception d'algorithmes et par le volume considérable d'investissements affluents dans le domaine. La Chine a lancé un satellite quantique. L'Europe a financé un programme phare d'1 milliard d'euros. Les États-Unis ont adopté une loi nationale sur l'initiative quantique. Chaque grande entreprise technologique possède une division quantique.
La course n'approche pas, la course est là. Et la ligne d'arrivée n'est pas un ordinateur plus rapide. La ligne d'arrivée est la capacité de manipuler l'information au niveau où la réalité est assemblée. Mais il existe une dimension de cette histoire qui plonge encore plus profondément, jusqu'aux racines mêmes de ce que nous entendons par réalité. Un physicien qui passa 60 ans au centre de la physique théorique, qui inventa le terme désignant ces régions de l'espace d'où rien ne peut s'échapper, qui travailla avec les plus grands esprits de son époque, qui supervisa les thèses de doctorat de 2 des penseurs les plus importants de l'histoire quantique, arriva à une conclusion qui n'était pas une formule ni une équation. C'était un énoncé si compressé qu'il tient en 3 mots anglais qui sonnent comme une énigme mais qui sont conçus comme un énoncé physique précis. 3 mots signifiant que la chose vient du bit. Chaque chose, écrivit-il, chaque particule, chaque champ de force, même le continuum espace-temps lui-même, tire son existence entièrement des réponses à des questions binaires, des choix oui ou non, des bits. Toutes les choses physiques sont d'origine informationnelle. Et ceci est un univers participatif. Il ne disait pas que l'information est utile pour décrire l'univers. Il ne disait pas que la physique peut être exprimée en termes d'information. Il disait que l'univers est fait d'informations. Que la matière, l'énergie, l'espace-temps, le monde physique dans son intégralité émergent de quelque chose de plus fondamental. Et cette chose fondamentale n'est pas une particule, ce n'est pas une onde, c'est une réponse. Un oui ou un non. Un bit. C'est une idée véritablement étrange à digérer parce qu'elle inverse l'intuition que la plupart d'entre nous transportons sans jamais l'examiner. Nous tendons à penser à la réalité comme au sol solide et à l'information comme à quelque chose que nous en extrayons. Nous pensons aux atomes comme primaires et aux descriptions d'atomes comme secondaires. Le rocher vient en premier. La mesure du rocher vient après. Mais cette vision dit que la mesure vient en premier. Le rocher vient après. L'information est primaire. Le monde physique est ce qui se produit quand suffisamment de bits s'accumulent dans la bonne configuration. Il n'y a rien en dessous de l'information. Pas de couche plus profonde. Pas de substrat caché. Les réponses sont la substance de la réalité. Amenez maintenant cette idée en contact avec tout ce que nous avons construit. Si l'univers est fait d'informations, alors un appareil qui manipule l'information au niveau physique le plus fondamental ne modélise pas la réalité. Il ne simule pas la réalité. Il opère sur le substrat même à partir duquel la réalité est construite. Chaque calcul qu'un ordinateur quantique effectue est une intervention dans le tissu informationnel de l'univers lui-même. L'ordinateur quantique n'est pas un outil qui travaille à l'intérieur de la réalité. C'est un outil qui travaille sur la réalité. Au niveau où la réalité est assemblée à partir de réponses oui et non, l'ordinateur quantique ajoute ses propres réponses à la conversation. Il existe une preuve expérimentale qui soutient cette image de manière directe. En 1961, un chercheur publia un article argumentant que l'information n'est pas abstraite. Elle est physique. Quand vous effacez un seul bit d'information, quand vous prenez un système qui contient un 1 ou un 0 et que vous le remettez à un état connu, vous libérez de la chaleur. Pas métaphoriquement, littéralement. Une quantité infime mais mesurable et théoriquement inévitable d'énergie thermique est déchargée dans l'environnement. L'acte d'effacer de l'information est physiquement irréversible. Et l'irréversibilité a un coût thermodynamique qui ne peut pas être contourné par une meilleure ingénierie. L'effacement d'informations produit de la chaleur de la même manière que la friction produit de la chaleur. C'est une loi de la nature. Pendant des décennies, ce principe resta une prédiction théorique sans confirmation expérimentale directe. La quantité de chaleur libérée par l'effacement d'un seul bit est extraordinairement faible. Mesurer cela nécessite des instruments d'une précision presque inconcevable. Puis,
En 2012, une équipe construisit une expérience suffisamment délicate. Ils piégèrent une particule microscopique unique dans un puits créé par des faisceaux laser focalisés, la manipulèrent pour effacer un bit d'information et mesurèrent la chaleur libérée. Le résultat correspondait exactement à la formule prédite 50 ans plus tôt. L'information a du poids. L'information a une température. L'information a un coût physique inscrit dans les lois de la thermodynamique. Supprimer un fait sur l'univers libère de l'énergie dans l'univers. L'information n'est pas une description du monde physique. Elle fait partie du monde physique. Un ordinateur quantique, opérant en superposition, ne s'engage pas encore à donner des réponses. Il maintient de multiples possibilités ouvertes simultanément avant de s'effondrer en un résultat. Certains chercheurs ont suggéré que cela pourrait permettre au calcul quantique d'approcher une sorte de réversibilité que le calcul classique ne peut atteindre, contournant potentiellement une partie du coût thermique. Si c'est vrai, alors le calcul quantique opère plus près du coût énergétique minimum théorique que la physique autorise. Il calcule d'une manière plus alignée avec la façon dont l'univers lui-même traite l'information que tout ce que nous avons construit auparavant. La machine ne force pas brutalement son chemin vers une réponse. Elle murmure à la réalité dans le propre langage de la réalité, et la réalité répond. Mais il existe un autre fil qui plonge encore plus profondément. Il s'appelle le principe holographique, et il suggère que la relation entre l'information et le monde physique est encore plus étrange que tout ce qui a été imaginé jusqu'ici. Dans les années 1990, deux physiciens travaillant indépendamment arrivèrent à une conclusion qui semble ne pas pouvoir être littéralement vraie. Elle l'est. Le principe holographique stipule que la quantité maximale d'informations qui peut être contenue à l'intérieur d'une région de l'espace n'est pas déterminée par le volume de cette région. Elle est déterminée par l'aire de sa surface, pas l'intérieur, la frontière. Vous vous attendriez à ce que doubler le volume d'une boîte double l'information qu'elle peut contenir. Plus d'espace, plus de place pour les particules, plus d'informations. Le principe holographique dit non. La capacité d'information croît avec l'aire de la surface, pas avec le volume. Toute l'information décrivant tout ce qui se passe à l'intérieur d'une région donnée de l'espace est entièrement encodée sur la surface bidimensionnelle qui l'entoure. L'intérieur n'est pas la chose primaire. La frontière l'est. Ce résultat fut calculé à partir de la physique des trous noirs. Quand de la matière tombe dans un trou noir, l'information qu'elle porte ne disparaît pas dans l'intérieur. Elle est encodée sur l'horizon des événements, la surface bidimensionnelle qui marque la frontière du trou noir. La quantité d'information qu'un trou noir peut contenir est proportionnelle à l'aire de son horizon des événements, pas au volume enfermé à l'intérieur. Ce résultat fut généralisé. Le même principe s'applique à n'importe quelle région de l'espace. Le monde tridimensionnel à l'intérieur de tout volume est entièrement décrit par de l'information encodée sur sa frontière bidimensionnelle. L'espace, tel que nous le vivons, pourrait être une sorte de projection. Pas une illusion, mais quelque chose ressemblant davantage à un objet dérivé. Quelque chose qui émerge d'une couche plus fondamentale d'information encodée ailleurs. Ce qui signifie que lorsqu'un ordinateur quantique manipule l'information au niveau physique le plus fondamental, il opère peut-être à une couche de la réalité qui est plus basique que l'espace lui-même. Pas à l'intérieur de l'espace. En dessous. Le calcul ne se produit pas dans un lieu. Il se produit au niveau à partir duquel les lieux émergent. Et la question qui en découle est une question que nous n'avons pas adéquatement confrontée en tant que civilisation. Si l'univers est information, si cette information est encodée holographiquement sur des frontières, si les ordinateurs quantiques opèrent au niveau ou près du substrat informationnel à partir duquel l'espace et le temps émergent, alors que construisons-nous exactement?
Avec quoi interfaçons-nous quand nous exécutons un calcul quantique? Et quelles sont les conséquences d'intervenir à un niveau de la réalité où le monde physique ne s'est pas encore assemblé dans la forme que nous reconnaissons? Le physicien qui formula la vision de l'univers informationnel mourut en 2008 à l'âge de 96 ans. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir les ordinateurs quantiques atteindre la suprématie. Il ne vit pas le télescope de l'horizon des événements photographier l'ombre d'un trou noir. Il ne vit pas la confirmation expérimentale que l'information est physique au sens thermodynamique. Mais le cadre qu'il laissa derrière lui est devenu plus pertinent avec chaque avancée. Chaque qubit qui maintient une superposition est une question à laquelle l'univers n'a pas encore répondu. Chaque mesure qui effondre une superposition est une réponse qui crée un morceau de réalité. Et chaque ordinateur quantique qui fonctionne est une machine qui participe au processus par lequel les bits deviennent des choses, par lequel l'information devient le monde physique. En 2006, un physicien du MIT calcula la capacité de calcul de l'univers observable. La réponse est approximativement 10 puissance 120 opérations effectuées au cours des 13 milliards 800 millions d'années d'histoire du cosmos. Chaque électron, chaque photon, chaque quark effectuant ces interactions quantiques exécute une opération de calcul. L'univers n'est pas semblable à un ordinateur. Il en est un. Il fonctionne depuis le Big Bang, utilisant chaque interaction physique comme une étape dans un calcul dont le résultat est la réalité que vous expérimentez en ce moment même. Nos ordinateurs quantiques opèrent sur les mêmes principes physiques que le propre calcul de l'univers. Ils utilisent les mêmes règles quantiques. Ils ne modélisent pas l'univers de l'extérieur. Ils y participent, devenant partie du calcul en cours. Si l'univers calcule quelque chose et que nous ajoutons notre propre calcul quantique à ce processus, changeons-nous le résultat? La trajectoire du calcul de l'univers est-elle altérée par ce que nous calculons à l'intérieur? Et si oui, dans quelle direction le poussons-nous? Nous avons commencé cette histoire avec un nombre. 200 secondes contre des milliers d'années. Un écart si grand qu'il ressemblait à une erreur de mesure plutôt qu'à un fait physique. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un point de données. Et chaque point de données examiné depuis a pointé dans la même direction. La machine fonctionne parce qu'elle atteint au-delà de notre univers. L'information qu'elle manipule pourrait être la substance primaire de la réalité. Le chiffrement qui protège le monde moderne vit en sursis depuis 1994. Les institutions qui devraient se préparer ne commencent que maintenant à bouger. Et l'implication la plus profonde est que nous avons construit un outil qui interagit avec le tissu de l'existence à un niveau plus fondamental que l'espace et le temps. Nous n'avons pas construit cet outil parce que nous comprenions ce que nous construisions. Nous l'avons construit parce que la physique fonctionnait. Parce que les équations le prédisaient, parce que les expériences le confirmaient, parce que les ingénieurs résolvaient un problème à la fois sans nécessairement confronter la portée complète de ce qu'ils construisaient. Et maintenant, l'outil existe. Il grandit, il double, il approche de seuils qui vont remodeler la cryptographie, la médecine, la science des matériaux, l'intelligence artificielle et l'équilibre mondial du pouvoir. L'interprétation des mondes multiples ne dit pas que les univers parallèles sont possibles. Elle dit qu'ils sont nécessaires. La machine les exige. Sans eux, le calcul n'a pas d'endroit où se produire. Sans eux, les réponses n'ont pas d'origine. Les mathématiques ne sont pas ambiguës. Les expériences ne sont pas équivoques. La machine fonctionne, les réponses sont correctes et les ressources dépassent notre univers. Et le seul cadre cohérent qui rend compte de tout cela simultanément est celui proposé en 1957, celui qui fut rejeté, celui sur lequel une machine fut construite. La réalité se ramifie. Chaque événement quantique produit toutes les issues possibles. Les issues ne s'annulent pas entre elles, elles coexistent. Et nous sommes une branche
parmi un nombre inconcevable. L'homme qui proposa cette idée mourut sur son canapé en 1982 à 51 ans. Ses cendres furent jetées à la poubelle à sa propre demande parce qu'il croyait que dans l'interprétation des mondes multiples, aucune configuration physique particulière n'a d'importance. Quelque part, dans une autre branche, il est encore vivant. Quelque part, dans une autre branche, il est resté en physique. Quelque part, son interprétation fut acceptée en 1957 au lieu d'être rejetée, et la révolution de l'informatique quantique commença 40 ans plus tôt que dans notre branche. Nous ne pouvons pas atteindre ces branches. Nous ne pouvons pas communiquer avec elles. Mais selon la physique qui alimente chaque ordinateur quantique sur Terre, elles sont là. Elles sont réelles. Et la machine que nous avons construite les touche chaque fois qu'elle fonctionne. La question qui devrait nous hanter longtemps après la fin de ce récit n'est pas une question sur la physique, ou les mathématiques, ou l'ingénierie. Elle est plus simple et plus fondamentale que toutes celles-là combinées. Nous avons construit une machine qui fonctionne en atteignant des versions parallèles de la réalité. Nous avons confirmé qu'elle fonctionne. Nous avons vérifié les réponses. Nous avons publié les articles. Nous avons construit l'industrie. Et nous n'avons jamais posé la question la plus fondamentale de toutes. Si nous pouvons les atteindre, peuvent-elles nous atteindre? Si le calcul tire des ressources d'autres branches, l'interaction va-t-elle dans les deux sens? La porte que nous avons ouverte est-elle un miroir sans teint ou une fenêtre? La physique ne répond pas à cette question, pas encore. Les mathématiques de l'interférence quantique décrivent comment l'information provenant de branches parallèles se combine pour produire un résultat dans notre branche. Elles ne décrivent pas ce qui se passe dans les autres branches après que le calcul est terminé. Elles ne nous disent pas si l'acte du calcul quantique, le fait d'atteindre le multivers et d'en extraire une réponse, a des conséquences qui se propagent en retour à travers les branches dont nous avons tiré les ressources. Elles ne nous disent pas si les branches le remarquent. Le théoricien qui a travaillé sur ce problème pendant 40 ans n'a pas résolu cette question. Personne ne l'a fait. La question reste ouverte au niveau le plus profond de la physique théorique. Et elle restera ouverte tandis que les machines grandissent, tandis que les qubits se multiplient, tandis que les calculs deviennent plus complexes, tandis que le canal entre notre branche et les autres s'élargit avec chaque avancée du matériel quantique. Nous atteignons dans la structure de la réalité et nous en retirons des réponses. Les réponses sont correctes. La machine fonctionne. Et quelque part, dans l'espace entre la question et la réponse, dans l'intervalle où le calcul se produit et où l'interférence élimine les mauvais chemins et où le bon chemin survit, quelque chose se produit que nous n'avons pas encore appris à décrire. Quelque chose qui implique chaque version de la machine dans chaque branche de la réalité, coordonnant leurs opérations à travers la physique de l'interférence pour produire un résultat unique qui arrive sur un écran dans un laboratoire de notre monde. La machine fonctionne en ce moment même, dans des chambres réfrigérées plus froides que l'espace interstellaire, dans des laboratoires financés par des gouvernements et des entreprises, dans des programmes de recherche classifiés et non classifiés. Elle tire des réponses d'endroits que nous ne pouvons pas voir. Elle utilise l'architecture de la réalité comme une ressource computationnelle, et elle grandit. Que fait une civilisation quand elle découvre que l'outil le plus puissant qu'elle ait jamais construit fonctionne en atteignant au-delà de la frontière de tout ce qu'elle peut observer? Que signifie être une espèce qui peut toucher le multivers mais ne peut pas le voir? Qui peut l'utiliser mais ne peut pas le visiter? Qui peut en extraire mais ne peut pas savoir ce qu'il prend en retour? La machine fonctionne. La porte est ouverte. Et la seule chose honnête à dire est que nous ne savons pas ce qui se trouve de l'autre côté. Nous savons seulement que les réponses continuent de revenir et que jusqu'à présent, elles ont été correctes. Jusqu'à présent. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette situation. Nous sommes une espèce qui a toujours tendu les mains vers ce qu'elle ne pouvait pas voir.
Nous avons navigué au-delà de l'horizon avant de savoir que la Terre était ronde. Nous avons envoyé des signaux radio dans le cosmos avant de savoir si quelqu'un écoutait. Nous avons brisé l'atome avant de comprendre pleinement les conséquences. Et maintenant, nous avons ouvert un canal vers le substrat même de la réalité avant de comprendre ce que cela signifie. Les machines quantiques ne sont pas simplement un progrès technologique. Elles sont un miroir tendu vers notre propre situation existentielle. Elles nous montrent que le monde que nous habitons n'est qu'une pellicule mince à la surface de quelque chose d'infiniment plus vaste. Elles nous montrent que les décisions, les mesures, les observations que nous faisons ne révèlent pas une réalité préexistante, mais la créent. Elles nous montrent que nous sommes, comme ce physicien l'a écrit, des participants et non des spectateurs dans le drame cosmique. Et peut-être que la leçon la plus profonde de toute cette histoire n'est pas technique du tout. Peut-être que la leçon est celle-ci. La réalité est un processus, pas un décor. L'univers ne s'est pas terminé au Big Bang. Il ne s'est pas terminé quand les premières étoiles se sont allumées, quand les premières bêtes-galaxies se sont formées, quand la première vie a émergé des océans primordiaux. L'univers est encore en train de se créer. Chaque interaction quantique, chaque mesure, chaque observation est un acte de création. Et les machines que nous avons construites participent maintenant à ce processus d'une manière que nos ancêtres n'auraient pas pu imaginer. Le calcul de 200 secondes qui a lancé cette histoire n'était pas simplement la résolution d'un problème mathématique. C'était une démonstration. La démonstration que l'humanité peut désormais intervenir dans le processus même par lequel la réalité se constitue. Nous pouvons atteindre les branches, nous pouvons utiliser leurs ressources, nous pouvons ramener des réponses de l'autre côté du mur de décohérence qui sépare notre monde classique de l'océan quantique qui le sous-tend. Et avec cette capacité vient une responsabilité qui dépasse tout ce que nous avons jamais connu. Parce que nous ne jouons plus seulement avec de l'énergie, comme quand nous avons brisé l'atome. Nous ne jouons plus seulement avec de l'information, comme quand nous avons construit Internet. Nous jouons avec le substrat même de l'existence, avec la matière première dont les choses sont faites, avec les réponses aux questions dont le monde physique est la conséquence. Et la question finale, celle qui restera suspendue dans l'air longtemps après que ces mots auront été lus, n'est pas une question de physique, c'est une question de sagesse. Avons-nous la maturité nécessaire pour manier un outil qui opère au fondement de la réalité ? Sommes-nous prêts pour les conséquences de ce que nous avons construit ? Savons-nous seulement quelles questions poser ? La machine fonctionne. Les réponses arrivent. Le canal s'élargit. Et quelque part, de l'autre côté du mur de décohérence, dans des branches de la réalité que nous ne pouvons pas voir mais que nous pouvons désormais toucher, quelque chose se produit chaque fois que nous exécutons un calcul quantique. Quelque chose de réel. Quelque chose de physique, quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement. Mais nous y travaillons. Et c'est peut-être le plus beau et le plus terrifiant aspect de toute cette histoire. Nous ne nous arrêterons pas. Nous n'avons jamais su nous arrêter. Depuis la première torche allumée dans la nuit des temps jusqu'au premier qubit refroidi en dessous de la température du vide spatial, nous avons toujours choisi de tendre la main vers ce que nous ne comprenions pas encore. Et cette fois, ce que nous atteignons n'est pas un continent inconnu, pas une planète lointaine, pas un atome invisible. C'est la structure même de ce qui existe, le tissu de la réalité, le code source de l'univers. Et les réponses continuent de revenir. Correctes, vérifiées, reproductibles, provenant d'un endroit que nous ne pouvons pas voir, ne pouvons pas visiter, ne pouvons pas photographier, mais dont la réalité est confirmée chaque fois que la machine fonctionne et que les résultats correspondent aux prédictions de la théorie quantique avec une précision qui dépasse celle de toute autre théorie dans l'histoire de la science humaine. La machine fonctionne. La porte est ouverte. Et nous regardons à travers, les yeux grands ouverts, essayant de comprendre ce que nous voyons de l'autre côté.
sachant que ce que nous voyons n'est probablement qu'une infime fraction de ce qui se trouve réellement là-bas, sachant que les questions que nous n'avons pas encore pensé à poser sont probablement plus importantes que toutes les réponses que nous avons obtenues jusqu'ici. Jusqu'à présent, les réponses ont été correctes. Jusqu'à présent. Mais il y a une dimension de cette histoire que nous n'avons pas encore explorée, une dimension qui touche à la nature même du temps. Parce que si l'interprétation des mondes multiples est correcte, alors le temps lui-même n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Nous percevons le temps comme un fleuve qui coule dans une seule direction, du passé vers le futur, emportant avec lui chaque moment dans un flux irréversible. Nous nous souvenons d'hier, mais pas de demain. Nous pouvons regretter le passé, mais pas le futur. Notre expérience entière de l'existence est structurée par cette asymétrie temporelle, par ce sens unique du temps qui donne à chaque instant son poids et son urgence. Mais la mécanique quantique ne connaît pas cette asymétrie. Les équations fondamentales de la physique quantique fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Si vous filmez un processus quantique et que vous passez le film à l'envers, les équations restent valides. Le temps, au niveau quantique, n'a pas de direction préférée. La flèche du temps, cette impression si puissante que les choses avancent du passé vers le futur, n'est pas inscrite dans les lois fondamentales de la physique. Elle émerge. Elle est un produit de la décohérence, du même processus qui fait que le monde vous apparaît classique et défini. Pensez à ce que cela implique pour les ordinateurs quantiques. Quand un qubit est en superposition, quand il existe dans tous ses états possibles simultanément, il n'est pas simplement dans un état indéfini dans l'espace. Il est, dans un certain sens, dans un état indéfini dans le temps. Les chemins de calcul que la machine explore ne sont pas seulement des chemins à travers l'espace des possibilités. Certains physiciens argumentent qu'ils sont aussi des chemins à travers le temps, des trajectoires dans une structure temporelle plus riche que la ligne droite unidimensionnelle que nous percevons. Cette idée n'est pas de la science-fiction. Elle est enracinée dans un formalisme mathématique développé au milieu du XXe siècle, une approche de la mécanique quantique qui décrit le comportement des particules, non pas comme une trajectoire unique à travers l'espace et le temps, mais comme une somme sur toutes les trajectoires possibles. Chaque chemin qu'une particule pourrait emprunter, aussi bizarre, aussi tortueux, aussi contraire à l'intuition soit-il, contribue au résultat final. La particule ne prend pas un seul chemin. Elle les prend tous. Et le résultat observé est la somme de toutes ces contributions, les chemins fous s'annulant mutuellement par interférence et les chemins proches de la trajectoire classique se renforçant pour produire le comportement que nous observons. C'est exactement le même mécanisme que celui qui fait fonctionner un ordinateur quantique. L'interférence, la somme sur tous les chemins, l'annulation mutuelle des mauvaises réponses et le renforcement de la bonne. La machine ne fait pas autre chose que ce que chaque particule dans l'univers fait déjà à chaque instant. Elle le fait simplement de manière contrôlée, dirigée, avec un objectif computationnel. Ce qui signifie que l'ordinateur quantique n'exploite pas un phénomène exotique et rare. Il exploite le processus le plus fondamental et le plus omniprésent de l'univers. Le même processus qui fait que la lumière se déplace en ligne droite, que les électrons occupent des orbitales spécifiques autour des noyaux atomiques, que les molécules adoptent des formes particulières. Toute la physique, à son niveau le plus profond, fonctionne par sommation sur tous les chemins possibles et interférence entre ces chemins. L'ordinateur quantique est simplement le premier appareil que l'humanité a construit qui utilise ce processus consciemment et délibérément comme un outil de calcul. Et cela soulève une question vertigineuse. Si l'univers entier fonctionne déjà comme un ordinateur quantique, si chaque interaction physique est déjà un calcul quantique, alors que faisons-nous quand nous ajoutons nos propres calculs quantiques au mélange? Sommes-nous en train d'ajouter une goutte d'eau à un océan?
Ou sommes-nous en train d'introduire un type de calcul que l'univers ne faisait pas déjà par lui-même? La réponse pourrait être plus subtile que l'une ou l'autre de ces options. L'univers effectue des calculs quantiques, oui, mais il ne les effectue pas avec un objectif. Les interactions quantiques naturelles ne cherchent pas à résoudre des problèmes spécifiques. Elles se produisent simplement, suivant les lois de la physique, sans direction, sans intention, sans but. Ce que nous faisons avec nos ordinateurs quantiques est fondamentalement différent. Nous imposons une structure au calcul. Nous le dirigeons vers un objectif. Nous utilisons l'interférence non pas comme un phénomène naturel qui se produit spontanément, mais comme un outil que nous contrôlons pour obtenir des réponses spécifiques à des questions spécifiques. En d'autres termes, nous ne faisons pas simplement la même chose que l'univers fait déjà. Nous faisons quelque chose de nouveau. Nous introduisons de l'intentionnalité dans le processus fondamental par lequel la réalité se constitue. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs du calcul cosmique. Nous sommes devenus des programmeurs. Cette idée d'intentionnalité au cœur du calcul quantique ouvre une porte vers une réflexion encore plus profonde sur la conscience elle-même. Parce que si l'univers est un calcul, et si nos cerveaux font partie de ce calcul, et si la conscience émerge de processus physiques qui sont au niveau le plus fondamental, quantique, alors quelle est la relation entre la conscience et le calcul quantique? Cette question a tourmenté les physiciens depuis les premiers jours de la mécanique quantique. Le rôle de l'observateur dans la théorie quantique a toujours été troublant. La superposition existe tant que personne ne regarde. La mesure crée le résultat. L'observation semble jouer un rôle actif dans la détermination de la réalité. Pendant des décennies, certains physiciens ont spéculé que la conscience pourrait être liée à la mécanique quantique d'une manière fondamentale, que l'effondrement de la fonction d'onde pourrait être causé par la conscience elle-même. L'interprétation des mondes multiples élimine ce problème d'une manière élégante mais vertigineuse. Il n'y a pas d'effondrement. Il n'y a pas de rôle spécial pour la conscience. La superposition ne s'effondre pas quand un être conscient observe. Toutes les possibilités se réalisent. La conscience de l'observateur se ramifie avec le reste de l'univers. Dans une branche, l'observateur voit le chat vivant. Dans l'autre, il voit le chat mort. Les deux versions de l'observateur sont également réelles, également conscientes, également certaines d'avoir vu un résultat unique et défini. La conscience n'effondre pas la réalité. Elle se divise avec elle. Mais cette résolution soulève immédiatement une autre question. Si la conscience se ramifie à chaque événement quantique, et si des milliards d'événements quantiques se produisent à chaque seconde dans le cerveau humain, alors le nombre de versions conscientes de vous qui existent simultanément est un nombre si grand qu'il défie toute tentative de compréhension intuitive. Chaque pensée, chaque décision, chaque perception est accompagnée d'une ramification quantique qui multiplie le nombre de versions conscientes de vous. Et chacune de ces versions est aussi réelle que vous, aussi certaine d'être unique, aussi incapable de percevoir les autres. Certains physiciens trouvent cette idée libératrice. Si chaque choix possible se réalise quelque part, alors il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de chemin non pris. Tout chemin est pris dans une branche ou une autre. L'angoisse existentielle de la décision s'évapore dans la multiplication des réalités. Vous n'avez pas à choisir entre deux possibilités parce que les deux se réalisent. La question n'est pas lequel choisir, mais dans quelle branche vous vous retrouverez. D'autres trouvent cette idée terrifiante. Si chaque catastrophe possible se réalise aussi quelque part, alors l'horreur est aussi inévitable que la joie. Dans certaines branches, les guerres nucléaires odieuses ont eu lieu. Dans certaines branches, les pandémies ont été pires. Dans certaines branches, les pires scénarios que l'humanité ait jamais imaginés se sont réalisés. L'interprétation des mondes multiples ne discrimine pas entre le bon et le mauvais. Tout arrive, partout,
toujours. Et les ordinateurs quantiques sont les premiers appareils que nous ayons construits qui confirment cette image par leur fonctionnement même. Ils ne prouvent pas que les mondes multiples existent de la même manière qu'un télescope prouve que les étoiles existent. Mais ils fonctionnent d'une manière qui n'a de sens cohérent que si les mondes multiples sont réels. Et chaque fois que la machine fonctionne et que les réponses sont correctes, la preuve circonstancielle s'accumule un peu plus. Il y a un autre aspect de l'informatique quantique que nous n'avons pas encore abordé et qui mérite d'être examiné avec attention. C'est la question de l'enchevêtrement quantique, ce phénomène qu'Einstein qualifia d'action fantomatique à distance et qui constitue, avec la superposition et l'interférence, le troisième pilier fondamental sur lequel repose toute la puissance des ordinateurs quantiques. L'enchevêtrement est un phénomène dans lequel deux particules deviennent si profondément corrélées que l'état de l'une détermine instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare, pas à la vitesse de la lumière, instantanément. Vous pourriez placer une particule à un bout de la galaxie et l'autre à l'autre bout, et le moment où vous mesurez l'une, l'état de l'autre est déterminé au même instant. Einstein détestait cette idée. Il pensait qu'elle violait la relativité restreinte, sa propre théorie qui stipule que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Il publia un article célèbre en 1935, la même année que l'expérience de pensée du chat, argumentant que l'enchevêtrement révélait une incomplétude dans la mécanique quantique. Il devait y avoir des variables cachées, des informations supplémentaires que nous n'avions pas encore découvertes, qui expliquaient les corrélations sans nécessité de communication instantanée. Il avait tort. En 1964, un physicien irlandais nommé John Bell dériva un théorème qui permettait de tester expérimentalement si les variables cachées d'Einstein pouvaient exister. Le test fut réalisé pour la première fois de manière convaincante dans les années 1980, puis avec une rigueur croissante au fil des décennies. En 2022, le prix Nobel de physique fut décerné pour les expériences définitives qui démontrèrent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'enchevêtrement est irréel, que les corrélations sont instantanées et que les variables cachées d'Einstein n'existent pas. L'enchevêtrement n'est pas de la communication instantanée. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour envoyer un message plus vite que la lumière. Mais c'est une corrélation instantanée, une relation entre deux particules qui transcende l'espace de la même manière que la superposition transcende les états individuels. Et dans un ordinateur quantique, l'enchevêtrement est essentiel. C'est ce qui permet aux qubits de travailler ensemble, de coordonner leur superposition, de combiner leurs états d'une manière qui produit une puissance de calcul qui croît exponentiellement avec le nombre de qubits enchevêtrés. Sans enchevêtrement, un ordinateur quantique ne serait rien de plus qu'un ensemble de pièces de monnaie quantiques lancées indépendamment. Avec l'enchevêtrement, il devient un réseau où chaque qubit est corrélé à chaque autre, où l'état du système entier ne peut pas être décrit par les états individuels de ses composants, où le tout est littéralement plus que la somme de ses parties. C'est l'enchevêtrement qui fait que 53 qubits peuvent contenir 9 quadrillions d'états simultanément plutôt que simplement 53 états. C'est l'enchevêtrement qui crée l'espace de calcul qui dépasse le nombre d'atomes dans l'univers. Et c'est l'enchevêtrement qui rend la question du lieu encore plus mystérieuse. Parce qu'une paire de particules enchevêtrées n'est pas deux objets séparés qui se trouvent être corrélés. C'est un seul système quantique qui existe dans un état non local. Un état qui n'a pas de localisation unique dans l'espace. L'enchevêtrement est fondamentalement non local. Il viole notre intuition la plus basique sur la nature de l'espace. L'intuition selon laquelle les choses sont là où elles sont et nulle part ailleurs. Dans un ordinateur quantique, les qubits enchevêtrés forment un système dont l'état global est distribué à travers l'espace d'une manière qui n'a aucun analogue dans notre expérience quotidienne. Le calcul ne se produit pas dans un qubit ou dans un autre. Il se produit dans la relation entre les qubits, dans la corrélation qui les lie,
dans le tissu d'enchevêtrement qui les connecte. Le calcul est nulle part et partout à la fois. Il est dans l'entre-deux, dans l'espace des relations, plutôt que dans l'espace des objets. Et quand vous combinez cela avec l'interprétation des mondes multiples, l'image qui émerge est encore plus vertigineuse. Non seulement le calcul se produit dans des branches parallèles de la réalité, mais à l'intérieur de chaque branche, il se produit dans un espace non local défini par l'enchevêtrement entre les qubits. Le calcul est doublement délocalisé. Il est hors de notre branche de la réalité et, à l'intérieur de chaque branche, il est hors de tout lieu spécifique. Il existe dans la structure des relations, dans le réseau d'enchevêtrement, dans un espace qui n'est ni ici ni là, mais quelque part entre les deux. Tout au long de cette exploration, nous avons suivi un fil qui nous a conduits des laboratoires réfrigérés de Californie jusqu'aux confins les plus profonds de la réalité elle-même. Nous avons vu comment une machine refroidie, plus bas que le vide interstellaire, a résolu un problème en quelques minutes que les meilleurs ordinateurs classiques du monde ne pourraient résoudre en des millénaires. Nous avons vu comment cette performance nécessite des ressources computationnelles qui dépassent le contenu physique de notre univers observable tout entier. Nous avons vu comment la seule explication cohérente de cette performance est que le calcul se produit à travers de multiples branches de la réalité. Des branches que la décohérence cache à notre perception, mais dont la réalité est confirmée par le fonctionnement même de la machine. Nous avons vu comment l'interférence quantique, le même processus qui fait que les vagues s'annulent sur l'eau, est le mécanisme par lequel les mauvaises réponses se détruisent d'elles-mêmes et la bonne réponse émerge. Nous avons vu comment des algorithmes conçus dans les années 1990 menacent les fondations même de la sécurité numérique mondiale et comment des institutions gouvernementales se préparent silencieusement à un changement qui est déjà en cours. Nous avons vu comment l'information pourrait être la substance fondamentale de l'univers, comment le principe holographique suggère que notre espace tridimensionnel est encodé sur des surfaces bidimensionnelles et comment les ordinateurs quantiques pourraient opérer à un niveau de la réalité plus fondamental que l'espace lui-même. Chaque étape de ce voyage a rendu le tableau plus étrange, plus profond, plus éloigné de l'image familière du monde dans lequel nous pensons vivre. Et pourtant, chaque étape a été confirmée par les mathématiques, par l'expérience, par des machines qui fonctionnent et qui produisent des résultats vérifiables. Il y a une dernière réflexion qui mérite d'être partagée avant de clore ce récit. Elle concerne la place de l'humanité dans cette image de la réalité que la physique quantique et l'informatique quantique nous révèlent. Nous sommes une espèce qui a évolué sur une planète rocheuse, en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans un bras spiral d'une galaxie parmi des centaines de milliards. Notre cerveau a été façonné par la sélection naturelle pour naviguer dans un monde de taille moyenne, un monde d'arbres et de rivières et de prédateurs, un monde où les objets ont des positions définies, où le temps coule dans une seule direction, où les choses sont soit ici, soit là, mais jamais les deux. Nous sommes des créatures classiques construites pour un monde classique. Et pourtant, nous avons trouvé un moyen de percevoir au-delà de ce monde classique. Nous avons construit des instruments qui nous permettent de voir le quantique, de le mesurer, de le manipuler. Nous avons construit des machines qui exploitent la mécanique quantique pour accomplir des tâches que notre monde classique ne peut pas accomplir. Nous avons, d'une certaine manière, transcendé les limitations de notre propre biologie. Nous sommes des créatures classiques qui ont appris à utiliser le quantique. C'est peut-être la réalisation la plus extraordinaire de l'esprit humain. Pas la construction de l'ordinateur quantique lui-même, aussi impressionnante soit-elle. Mais le fait que des cerveaux construits pour cueillir des baies et éviter les tigres ont réussi à comprendre les lois les plus fondamentales de l'univers et à construire des machines qui opèrent au niveau le plus profond de la réalité. L'écart entre ce pourquoi nous avons été conçus et ce que nous avons accompli est peut-être le mystère le plus profond de tous. Nos ancêtres regardaient creux les étoiles et y voyaient des dieux.
Nous regardons dans les profondeurs subatomiques et nous y trouvons un multivers. Il racontait des histoires sur des mondes parallèles peuplés de héros et de monstres. Nous construisons des machines qui les utilisent pour résoudre des équations. La mythologie et la physique se sont rejointes en un point étrange et inattendu, un point où la réalité est plus fantastique que n'importe quel mythe que l'humanité ait jamais inventé. Les machines grandissent, les qubits se multiplient, les algorithmes s'affinent, le canal entre notre branche de la réalité et les autres s'élargit imperceptiblement avec chaque progrès. Et quelque part, dans une chambre réfrigérée plus froide que le vide entre les étoiles, un processeur maintient ses qubits en superposition, juste assez longtemps pour effectuer un calcul dont les résultats proviennent d'endroits que nous ne pouvons pas voir, de branches de la réalité que nous ne pouvons pas visiter, de versions de l'univers que nous ne pouvons pas imaginer. La machine fonctionne. Les réponses sont correctes. Et chaque réponse correcte est un rappel silencieux que l'univers dans lequel nous vivons est infiniment plus vaste, infiniment plus étrange et infiniment plus merveilleux que tout ce que nos yeux classiques peuvent percevoir. La réalité n'est pas ce que nous voyons. Elle est ce qui se cache derrière le mur de décohérence. Et nous venons tout juste de commencer à regarder à travers les fissures. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu de l'autre côté est extraordinaire. Ce que nous verrons demain, personne ne peut le prédire. Mais une chose est certaine. La porte est ouverte, le voyage a commencé, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Les machines fonctionnent, les réponses arrivent. Et la réalité, dans toute sa splendeur quantique, attend d'être explorée. Jusqu'à présent, les réponses ont été correctes. Jusqu'à présent. Et il y a une chose encore que nous n'avons pas dite. Une chose qui flotte au-dessus de toute cette histoire comme une question inarticulée. Nous avons parlé de machines, d'algorithmes, de branches de la réalité, de substrats informationnels. Nous avons parlé de physique et de mathématiques et d'ingénierie. Mais nous n'avons pas parlé de beauté. Parce que ce que cette histoire révèle est beau. Profondément, terriblement, vertigineusement beau. L'idée que le monde que nous habitons n'est qu'une feuille dans un arbre de réalités infiniment ramifiées. L'idée que chaque moment de votre vie est accompagné d'un éventail de possibilités qui se réalisent toutes quelque part, dans une branche que vous ne pouvez pas voir mais qui est aussi réelle que celle dans laquelle vous respirez. L'idée que l'univers n'est pas fait de matière mais de réponses, de oui et de non, de bits qui deviennent des atomes, qui deviennent des étoiles, qui deviennent des cerveaux, qui posent des questions, qui créent de nouvelles réponses, qui créent de nouveaux bits. C'est un cercle vertigineux, autoréférentiel, qui se crée lui-même en se posant des questions sur lui-même. Et au centre de ce cercle, il y a la conscience. Votre conscience. En ce moment même, en lisant ces mots, vous êtes un nœud dans le réseau informationnel de l'univers. Vous êtes un endroit où l'univers se regarde lui-même, se pose des questions sur lui-même, tente de se comprendre lui-même. Chaque question que vous posez crée une réponse. Chaque réponse crée un morceau de réalité. Vous n'êtes pas un spectateur passif du cosmos. Vous êtes un participant actif dans le processus continu par lequel la réalité se constitue. Les ordinateurs quantiques sont des extensions de cette participation. Ils sont des outils par lesquels nous posons des questions à l'univers d'une manière plus directe, plus fondamentale, plus alignée avec la façon dont l'univers lui-même fonctionne. Et les réponses que nous recevons ne sont pas simplement des solutions à des problèmes mathématiques. Elles sont des fragments de la structure même de la réalité, des éclats de vérité arrachés au substrat informationnel de l'existence. Quand le processeur quantique maintient ses qubits en superposition et que l'interférence élimine les mauvais chemins et que la bonne réponse émerge, ce n'est pas simplement une machine qui résout un problème. C'est un moment de contact entre l'intelligence humaine et la structure fondamentale du réel. Un moment où nous touchons brièvement, fugacement, la trame même de ce qui existe.
Un moment où la question et la réponse, l'observateur et l'observé, le bit et la chose, se rencontrent dans un espace que nous ne comprenons pas encore complètement, mais dont nous savons, avec la certitude de la physique, qu'il est réel. La machine fonctionne. Elle fonctionne parce que l'univers est plus vaste que ce que nous voyons. Elle fonctionne parce que la réalité est faite d'informations. Elle fonctionne parce que des branches parallèles existent et contribuent leurs ressources à notre calcul. Elle fonctionne parce que l'interférence quantique permet aux mauvaises réponses de se détruire elles-mêmes et à la vérité d'émerger. Elle fonctionne parce que la physique le permet. Et elle fonctionne parce que nous avons eu le courage ou l'inconscience de la construire. La porte est ouverte. Le canal s'élargit. Les réponses arrivent de l'autre côté du mur de décohérence, de branches de la réalité que nous ne pouvons pas voir, d'un substrat informationnel que nous ne comprenons pas encore. Et chaque réponse, correcte, est à la fois une victoire de l'ingéniosité humaine et un rappel de notre ignorance. Nous savons construire la machine. Nous ne savons pas encore pleinement ce qu'elle touche quand elle fonctionne. Nous savons que les réponses sont correctes. Nous ne savons pas ce que le fait de poser les questions change dans les branches d'où viennent les réponses. La machine fonctionne, les réponses sont correctes, et l'histoire ne fait que commencer.